bienvenue dans le débat consacré à l'élection présidentielle aux États-Unis, la veille du tout premier duel télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Un premier débat dont les modalités d'organisation ont été directement négociées avec CNN. 90 minutes sans public à Atlanta, au siège de la chaîne. Ce débat a lieu particulièrement tôt, avant les conventions qui doivent officialiser les noms des candidats vainqueurs des primaires. La convention républicaine a lieu du 15 au 18 juillet et la démocrate du 19 au 22 août. Une multiplicité de sondages, dont le dernier, publié dans le New York Times, donne Trump et Biden au coude à coude. Biden qui a réduit l'écart avec son adversaire ces derniers mois, selon le New York Times, mais Trump qui reste légèrement en tête dans les États clés, comme la Pennsylvanie, le Michigan ou encore le Wisconsin. Alors, que peut-on attendre de ce débat Biden-Trump? Comment Biden peut-il battre Trump? Comment expliquer que la jeunesse américaine soit si peu concernée par ce scrutin? On va revenir aussi sur les divisions au sein du Parti démocrate, mise en lumière par la victoire du modéré George Latimer sur Jamal Bowman à la primaire de New York. Du côté des Républicains, intéressant de voir quel impact l'annonce de la peine contre Donald Trump dans le procès Stormy Daniels, juste avant la convention républicaine, peut avoir comme conséquence. On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Hélène Kuntz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'INSEC Paris, autrice de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Alain Frachon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, éditorialiste au Monde. Nous avons ce soir Pierre Gervais avec nous. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur de civilisation américaine à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et puis Ketevan Gorgestani est avec nous ce soir. Bonsoir Ketevan, chroniqueuse internationale et ancienne correspondante à Washington pour France 24. On va démarrer avec ces sondages, publiés d'ailleurs cet après-midi dans le New York Times, où vous allez voir que Donald Trump et Joe Biden sont littéralement au coude à coude d'une manière générale. Joe Biden qui a donc réduit l'écart avec son adversaire ces derniers mois, selon ce tout dernier sondage, avec des intentions de vote tout de même qui favorisent plutôt Donald Trump dans des États clés comme le Wisconsin, le Michigan ou encore la Pennsylvanie. Deux adversaires au coude à coude qui vont donc débattre pour la première fois à la télévision demain. 90 minutes sans public, ça a été négocié plutôt avec l'équipe de Joe Biden, avec CNN, et sans pause, avec deux pauses publicitaires. Que peut-on attendre de ce débat, Hélène Kuntz? Alors, c'est la première fois pour cette élection-là, parce qu'on les a déjà vus face à face en 2020. C'est vrai, vous avez mentionné les modalités. C'est important qu'il n'y a pas de public, ainsi ça sera plus neutre. Il y avait toutefois débat sur le fameux fact-check. Est-ce que les deux journalistes qui font l'entretien, lors d'une phrase très erronée, comment ils vont se situer? Et ils ne vont pas justement faire de fact-check. Hein. C'est ça qui a été statué, Hélène Kuntz. Oui, donc, mais ils peuvent s'ils ont quelque chose en tête, mais bon, ils ne peuvent pas changer le déroulé du débat. Ils ne peuvent pas changer le déroulé du débat. C'est vrai que c'est vraiment, Alain Frachon, très soigneusement négocié tout cela, et très différent d'ailleurs d'autres débats qu'on a pu voir auparavant, puisque là, ils n'ont pas le droit aux notes. Et il y aura, et d'ailleurs, le micro de l'adversaire sera fermé lorsque, par exemple, si Trump parle, le micro de Joe Biden sera fermé, et vice-versa, pour éviter la cacophonie. Absolument. C'est la première fois, à ma connaissance, que ce n'est pas un débat organisé par... vous savez, il y a une commission électorale qui prédomine l'organisation des élections aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'organisations. La législation dépend des États sur l'organisation des scrutins. Mais habituellement, il y a une commission électorale sur laquelle s'entendent les deux partis. Là, c'est CNN. Et donc, le rythme est très cassé. Vous avez le droit de parler. Vous me posez une question. J'ai 2 minutes. Et puis, si nous sommes en concurrence, vous avez 1 minute pour me répondre. Et moi, j'ai encore 1 minute pour vous répondre. Après, c'est terminé, on me coupe le micro et c'est à vous de parler. Très codifié, donc. Extrêmement codifié. Et pas de public, hein. C'est ça aussi, Pierre Gervais, la différence avec peut-être d'autres débats qui ont eu précédemment, qui ont eu lieu. Une très importante différence, en fait, c'est un petit peu surprenant que le camp Trump ait accepté. Parce que le public est généralement ce sur quoi s'appuie Trump. On se souvient du débat avec Hillary Clinton, où il avait constamment interrompu Clinton. Et effectivement, là, il ne pourra en principe pas le faire. Alors j'attends un petit peu de voir ceci poser, parce que même sans micro, on peut s'attendre à ce qu'il crie. Ça n'est pas du tout exclu. De toute façon, on n'est même pas sûr qu'il viendra demain soir. Donc il y a aussi ça. Bon, et pourquoi ?
Parce que c'est Trump, parce que Trump en public c'est un petit peu ennuyeux parce que nous sommes très loin de quelqu'un de stable ou de cohérent dans son discours et donc il peut décider de ne pas venir. De décider, mais qui a le plus à perdre finalement, Ketevan? Est-ce que c'est Biden ou Trump? Alors c'est très intéressant de voir le changement de stratégie quand même de Donald Trump et de l'équipe de Donald Trump en ce qui concerne Joe Biden. Pendant des mois, on a entendu Trump et les républicains dire que Joe Biden c'est un vieil homme sénile qui ne sait pas aligner 3 mots et qui ne devrait pas être président parce qu'il est sénile. Et là, depuis quelques semaines, on voit que Donald Trump dit oui, mais Joe Biden, c'est un homme politique qui a des années d'expérience. On voit ses soutiens qui sont sur les plateaux de télé en train de dire oui, mais Joe Biden, c'est un très bon débatteur. Et en gros, ils ont réalisé que Donald Trump était en train de mettre la barre très, très bas pour Joe Biden en disant, en gros, il est sénile. Donc, si Joe Biden arrive sur ce débat, tient 90 minutes, ne fait pas de grosses erreurs et aligne 2 phrases à la suite sans mêler les pinceaux, en gros, il a réussi son débat. Donc, ils se sont rendus compte qu'il fallait un peu relever la barre pour Joe Biden, sinon c'était un peu trop facile. Et ils l'ont vu avec notamment le discours sur l'état de l'Union, ils avaient fait la même chose et ils se sont rendus compte que du coup, les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une catastrophe pour Joe Biden et au final, ils se sont dit c'était plutôt pas mal. Donc on voit un changement de stratégie, mais effectivement, pour Joe Biden, il y a quand même l'idée que, il y a des gens qui vont regarder tout le débat, mais il va y avoir aussi les petites phrases, les petites vidéos qui vont sortir. Et s'il fait une grosse erreur, s'il s'en mêle vraiment les passos, c'est une vidéo que les républicains vont tourner jusqu'aux élections. Donc, il a beaucoup à perdre, mais en même temps, la barre est plutôt basse pour Joe Biden. Hélène Kuntz, est-ce qu'il est sous-estimé finalement, Joe Biden? Il est systématiquement sous-estimé parce qu'il est frêle physiquement, mais il travaille beaucoup. Et Trump a eu plusieurs rallyes récemment où, franchement, si vous regardez, vous dites, mais c'est quand même pas possible qu'il s'est exprimé ainsi. Donc, celui qui est le plus à risque là, à aligner des phrases pour faire sens, c'est plutôt Trump. Aussi, son parti, le Parti républicain, ils n'ont pas une profession de foi. Donc, il n'a rien pour s'y appuyer, à part sa personne et sa personnalité. C'est là où on voit les limites de l'autocratie. Oui, mais la personnalité, c'est un peu ça qui fait la différence dans les débats, non, Alain Frachon? Je dirais que c'est pas un débat sur les programmes d'abord, on en parlera peut-être après, mais c'est un débat sur les apparences. Oui. C'est fondamentalement un débat sur les apparences. Vous savez, c'est très rare qu'un débat aux États-Unis joue un rôle dans l'élection. D'ailleurs, en France aussi, je crois. Mais il y a quelques débats qui ont joué un rôle, et celui-là, on peut le rapprocher du débat qu'il y a eu en 1960 entre John Kennedy et Nixon. Voilà, on va voir d'ailleurs les images d'archives, parce qu'on le ressort, ce débat. Les gens qui l'ont écouté à la radio disent que Nixon a gagné. Mais les gens qui l'ont regardé à la télévision ont vu que Nixon était mal rasé, Kennedy était bronzé, Kennedy sortait d'une gravure de mode, Nixon était renfournier, se tenait mal, et les gens qui ont regardé le débat à la télévision ont donné Kennedy vainqueur. Et bien là, c'est un débat aussi sur les apparences. Parce que comme vous le disiez, il n'y a pas que Biden qui a par moments du mal à s'exprimer. Trump ne met pas une seule phrase debout. Sujet, verbe, complément, ça lui est totalement étranger. Et en plus, si on parle des programmes, il ne parle que de lui. D'ailleurs, à la 3e personne. Donald Trump, à la 3e personne. Donc, c'est un débat sur les apparences. Est-ce que Biden tient le coup? Et est-ce que Trump sait se tenir à peu près? Pierre Gervais. Oui, alors d'autant plus que, pour replacer ça quand même dans un contexte un peu plus large, l'essentiel des électeurs qui sont engagés du côté de Trump, en tout cas, le sont quoi que Trump fasse. Si Trump se met à hurler et courir et se déshabiller en public, ça ne changera rien à leur vote. Cet électorat lui reste acquis. Cet électorat lui est parfaitement acquis. Il s'agit en gros d'une secte autoritaire et donc il n'est pas question pour eux de changer leur vote. Donc tout ce qui peut se produire, c'est un petit changement au niveau des indépendants si véritablement Trump en fait trop, mais ça n'a rien d'évident. Ça peut avoir un impact. Ça peut avoir un petit impact à la marge, mais vous êtes dans une situation dans laquelle on est à 48-48 et où finalement les indices... Alors il faudrait utiliser les sondages agrégés, parce qu'un sondage seul, ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'ensemble des sondages donnent au coude à coude les deux candidats avec à peine 8% d'indécis.
on a finalement très peu d'indécis sur l'ensemble des réponses au sondage. Donc vous n'avez pas de marge finalement pour l'un ou l'autre à faire une grosse différence sur le débat. Et Ketevan, 73 millions de téléspectateurs lors du premier débat entre Biden et Trump en 2020. Ça reste très regardé tout de même, ces débats. Ça reste très regardé. Je pense que ce qui est important, c'est que oui, dans l'ensemble, par le passé, il n'y a pas eu de grands changements, mais il y a aussi une différence par rapport aux années précédentes et aux différents débats, c'est que l'écart entre les deux candidats n'a jamais été aussi serré avant un premier débat. Je regardais, ils ont fait une sorte de moyenne depuis les années 70. Il y a entre 6 et 7 points d'écart entre les deux candidats avant le premier débat. Là, on est plus ou moins à égalité. Donc, que par le passé, ça n'ait pas beaucoup changé. Effectivement, si ça joue sur 1%, quand vous avez 7 points d'avance, que vous réussissiez pas votre débat, c'est peut-être moins problématique que sur un débat où vous êtes à égalité. Effectivement, ça peut avoir peut-être une importance à la marge, mais cette marge, elle est tellement petite que ça pourrait avoir plus de retentissement, si on peut dire, que par le passé. Que les derniers. Avec tout de même aussi une date un peu étrange de le faire si tôt, ce débat, Hélène Kounce. Pourquoi, finalement? Les conventions n'ont même pas eu lieu. En général, on attend au moins d'avoir les candidats clairement nommés par les conventions, par leur parti. Là, ils ne sont même pas nommés officiellement. Ils sont déjà en train de débattre. Il n'y avait pas concurrence. On peut se souvenir d'un Donald Trump qui était sur l'estrade avec une dizaine ou une douzaine d'autres concurrents pour l'investiture du Parti républicain. Il est seul depuis 4 ans. Donc, c'est pas grave qu'il le reproche. Et c'est vrai aussi que comme on peut voter par correspondance, on peut voter en avance. C'est plus juste, toutefois, pour ne pas attendre la dernière minute. Pour être calculé bien avant le scrutin à l'infraction. Ça peut avoir effectivement aussi un impact, parce que c'est différent de d'habitude, ça. Ça, c'est différent d'habitude. La date est différente que d'habitude. Maintenant, la campagne des primaires commence plus tôt. Elle est plus courte. Elle se termine plus tôt, très largement avant les deux conventions. Je crois que celle des Républicains est en juillet, vous l'avez dit, et celle des démocrates à Chicago au mois d'août. Mais n'oubliez pas aussi, pour ce débat, une chose très importante et qui en accentue sans doute l'importance électorale. Ce sont deux hommes non seulement très âgés, jamais depuis la République américaine, il y a eu des candidats... Et probablement les moins désirés de l'histoire des États-Unis. Probablement les moins désirés. Pour être méchant, disons que ce sont les candidats les plus impopulaires. Plus de 70% des Américains ne veulent pas de ces deux candidats, ne veulent pas de ce duel. Et donc, on voit bien qu'il va falloir quand même les départager, si ça tient jusqu'au bout. Et peut-être y a-t-il encore un point d'interrogation, au moins pour Joe Biden, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, vous avez ça dans les journaux régulièrement. La dernière enquête sur cette possibilité que ce ne soit pas Joe Biden était menée par le Wall Street Journal, auprès de sources démocrates apparemment très, très élevées, très haut placées. Donc, au coude à coude, jamais depuis la République américaine, si on additionne leurs deux âges, ils font la moitié de la durée de vie de la République américaine. Jamais des présidents, des candidats aussi âgés, et jamais aussi peu populaires, peu désirés. 86% des Américains, au-delà de l'électorat, ne veulent pas que Joe Biden... estiment que Joe Biden n'est pas capable de faire un deuxième mandat jusqu'au bout, entièrement. Et les jeunes, justement, alors lorsqu'ils vont être devant leur télévision le jour de ce débat, il y a un sondage CBS réalisé par YouGov, parce qu'effectivement, leur taux de participation peut être important. Il peut favoriser plutôt Joe Biden. Et lorsqu'on voit ce tout dernier sondage, vous allez le voir déjà sur le taux de participation. Pour les 18-29 ans, il serait de 66%, alors que les plus de 65 ans, on est à 94% de taux de participation, donc il est bien moindre. Entre 30 et 44 ans, là, c'est 76%. Entre 45 et 64 ans, c'est 80%. Donc plus vous êtes jeune, moins vous allez voter, pour faire simple. Et sur les intentions de vote des moins de 30 ans, c'est intéressant parce qu'il y a tout de même, il favorise Joe Biden, puisque c'est à 61% qu'il le choisirait contre 38% pour Donald Trump, donc cette génération Z, celle qui a donc moins de 30 ans. Et ils disent d'ailleurs que l'inflation et l'économie sont aussi pour eux les sujets les plus importants, mais aussi le sujet
sur la démocratie. Alors, est-ce que ça pourrait justement jouer un rôle, Pierre Gervais? Est-ce qu'il y a réserve de voix là, auprès des jeunes? L'élection, en général, va se jouer sur les abstentionnistes, c'est-à-dire sur le degré auquel les différents électeurs républicains démocrates vont refuser de voter pour des gens qui sont effectivement impopulaires à 70% environ, et à 70% pour Biden dans son propre camp et à 60% pour Trump. Sur les jeunes en particulier, vous avez plusieurs problèmes qui poussent aussi à l'abstention. La campagne de Biden, depuis maintenant un an, s'est coupée de sa base, je dirais, de gauche. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'extrême gauche, mais disons que la base de gauche a été un petit peu fragilisée par le soutien sans faille de Biden au massacre sur Gaza, et aussi par l'incapacité finalement des démocrates à développer un discours clair sur l'économie et l'inflation. Or, cette génération Z dont vous parlez a beaucoup souffert sur une inflation qui était à 8% il y a 2 ans, à 6% encore l'an dernier, et c'est une génération qui a pris de plein fouet la fin, d'une certaine façon, du rêve américain, l'effondrement de la protection sociale, l'effondrement de la protection médicale et la difficulté à trouver des emplois stables. Donc ce sont des éléments qui effectivement poussent à la fureur et à l'abstention. Vous avez même un vote jeune Trump, alors pas très important quand même, mais effectivement le risque pour Biden, c'est qu'une partie de sa base s'abstienne et qu'ils soient trop nombreux à s'abstenir dans quelques États clés, puisqu'en plus tout ça se joue sur quelques États en réalité, puisque ni dans le Montana ni en Californie vous n'aurez véritablement de débat sur qui va gagner. Mais le Michigan, le Wisconsin... Alors Michigan, Wisconsin, déjà beaucoup plus. Ohio, Pennsylvanie. Voilà, ça oui. Mais il y a eu un Yes. petit changement récemment qui est assez intéressant, parce qu'on parle beaucoup du fait que, alors certes, il est toujours en avance chez les jeunes, Joe Biden, mais il est en train d'en perdre un petit peu. En revanche, il est en train de gagner chez les seniors, ce qui, il a augmenté sa base chez les seniors. Et traditionnellement, les gens âgés ont tendance à être plus sûrs dans le fait d'aller voter que les jeunes qui peuvent se dire je vais voter, je vais pas voter. Et pourquoi les a-t-il conquis alors ces seniors, Ketevan? Parce que peut-être qu'ils ont moins été touchés par les problèmes économiques, ils ont moins pris de plein fouet cette inflation, et ils sont peut-être aussi plus touchés par le discours sur la démocratie, les choses comme ça qui les touchent peut-être, où ils sont plus à l'écoute sur ce genre de sujet. Et c'est très important parce qu'effectivement, quand on parle d'une élection qui est au coude à coude, si on perd un peu chez les jeunes mais qu'on gagne un peu chez les vieux, peut-être que ça contrebalance. Mais donc, il y a tous ces petits éléments qui font que cette élection est totalement ouverte et que ça va se jouer, encore une fois, comme il y a 4 ans, des dizaines de milliers de voix sur 4-5 États possibles. Et Hélène Kounz, sur quoi finalement Joe Biden a-t-il échoué? Est-ce que finalement il n'a pas réussi à guérir un pays malade de ses divisions? C'est ce qu'il souhaitait faire il y a 4 ans. Alors, je trouve que c'est quelqu'un qui a à cœur de faire, mais il a du mal à en parler. On peut aussi dire de manière générale, ses équipes, mais aussi peut-être le Parti démocrate en général, ils ont un souci de communication. Tous les indicateurs économiques sont quand même au vert. Oui, parce que même l'inflation a bien baissé, là j'ai regardé, à 2,3%. On a presque le plein emploi, donc c'est aussi une question d'interprétation. Si vous regardez sur Fox News, ils vont dire que c'est que des McJobs. Mais toutefois, la façon dont on calcule le chômage n'a pas changé par rapport à Trump. Donc on est sur des discours qui ne sont pas sur les mêmes réalités. C'est pas juste que c'est pas les mêmes faits, c'est que c'est pas les mêmes réalités. Vous regardez Fox et vous allez imaginer que c'est catastrophique aux États-Unis, alors que tous les indicateurs sont verts. Parce que Fox fait du populisme. C'est ce que vous diriez, vous. Fox est un peu, est vraiment à la botte de Donald Trump, à tel point que quand il y a un sondage Fox qui dit que Biden pourrait gagner, il y a une espèce de rappel à l'ordre. Donc c'est assez terrible. C'est difficile pour beaucoup d'Américains d'avoir des bonnes informations. Alain Frachon. Alors, il y a effectivement cette question du populisme qui se pose. Trump, c'est ça qui le rend populaire face à Biden. C'est justement ce côté populiste. On va regarder ce qu'il a dit, même tout récemment, quand il parle des insurgés du 6 janvier. C'était il y a une semaine. Ils étaient des guerriers, mais ils étaient surtout des victimes. Ils n'ont fait que protester contre une élection volée. Ça, c'était il y a encore... C'était le 9 juin, donc on est en pleine... Donc ça reste sa réalité, et une réalité pour tous les Trumpistes d'ailleurs. C'est ça le populisme, c'est ça qui le rend populaire.
Le populisme, c'est d'avoir un bouc émissaire, une seule explication pour tous les malheurs du pays. Donc ça peut être l'immigration, et il ne va pas s'en priver, ça peut être la situation à la frontière, et il a raison, parce que ça se passe mal, mais très largement de la faute des Républicains à la Chambre des représentants, qui ont refusé de suivre leurs collègues du Sénat avec un plan pour assurer la sécurité à la frontière avec le Mexique. Donc le populisme, c'est ça, si vous voulez. Ajoutez à ça quelque chose de plus grave que vous évoquez, qui est la relation avec la vérité factuelle. Sur l'élection volée, ce grand thème de l'élection volée, sur lequel plane non seulement Trump, mais près de la moitié des Américains, ou à peu près 40% des électeurs républicains, sont convaincus que cette élection a été volée. Or, il y a eu 12 interventions de la justice au plus haut niveau pour examiner les scrutins, examiner les plaintes, etc. Aucune de ces décisions de justice n'a été favorable aux Républicains. Autrement dit, au plus haut niveau, la justice américaine a dit non, cette élection n'a pas été volée. Une partie des dirigeants républicains l'ont dit le jour même. Non, cette élection n'a pas été volée. Et pourtant, alors vous pouvez dire, c'est l'effet réseaux sociaux, c'est l'effet Fox News, c'est l'effet totalement tribal de la polarisation politique. Au fond, peu importe la réalité, vous appartenez à une tribu. Et si le chef de tribu dit quelque chose, vous suivez le chef de tribu. Tout le reste, on s'en fiche complètement. Et c'est là-dessus que se fait l'élection. Il y a, en ce moment, à mon avis, aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe, et peut-être en France aussi, il y a, si vous voulez, une telle polarisation de la vie publique, une telle tribalisation de la vie publique, que l'examen de la réalité factuelle passe au deuxième plan. Pierre Gervais. Oui, et d'ailleurs, vous faites un lien aussi sur ce qui pourrait se passer en Europe et en France. Oui, je séparerais quand même nettement deux phénomènes différents. Alors, j'aime pas trop le mot populisme, justement, parce que ça mélange les deux phénomènes. Il y a un premier phénomène qui est un phénomène que j'appellerais pas un phénomène de tribu. C'est un phénomène de parti d'exclusion, qui est un phénomène qu'on connaît depuis les années 30, qui est un phénomène fasciste, qui est un phénomène de parti autoritaire, qui veut tout le pouvoir pour ses membres, et dont les membres estiment qu'à partir du moment où leur parti aura gagné le pouvoir, ils auront eux-mêmes gagné, ce qui n'est pas totalement irrationnel d'ailleurs, des avantages personnels, ne fût-ce qu'en termes de statut, et peut-être aussi en termes économiques. Ça c'est une dimension, et c'est au cœur du Parti républicain actuel. Le Parti républicain actuel est un parti autocratique fasciste, sur le modèle des années 30, avec un chef. On voit ça en Europe aussi. Et puis, à côté, vous avez les problèmes économiques, et là, les problèmes économiques, ils relèvent de la disconnexion entre le discours démocrate qui, effectivement, porte sur des agrégats, qui sont très bons. Oui, les agrégats sont très bons. La macroéconomie, c'est super. Mais le problème, c'est quand vous faites partie des 40 ou 50% de la population qui ne bénéficient pas de cette croissance économique, quand on vous explique que les agrégats sont en faveur du rebond de l'économie et que donc vous devez être content, c'est très difficile à entendre. Et donc, vous avez la combinaison des deux, souvent, mais pas toujours. Tous les gens qui sont pauvres ne votent pas fascistes. Mais ça arrive. Vous dites fasciste, en tout cas, Ketevan, et cette réalité parallèle qui fait que les Américains, enfin un certain nombre d'entre eux, pensent que c'était même mieux sous Trump. C'est-à-dire que l'économie allait mieux, que c'est une espèce d'âge d'or, finalement, ces années Trump. Et je pense que... alors que ce n'est pas vrai dans les chiffres. Non, et alors il y a deux choses. Il y a une chose qui est... les gens qui votent pour Trump disent que c'était mieux sous Trump parce que c'était Trump. Et il y a aussi le fait que les gens ont une mémoire quand même très sélective et oublient très rapidement. Et je pense que une des choses que va devoir faire Joe Biden pendant ce débat, et plus on entend Donald Trump dans cette campagne qui s'avance, c'est de montrer et de rappeler aux gens, à la population plus large, qu'est-ce que c'était vraiment de vivre sous Trump. Ce que Trump va vouloir faire, c'est dire, moi je vais vous montrer et appuyer sur qu'est-ce que ça fait de vivre sous Biden aujourd'hui. Et ça va être le clash des deux et qui ils vont réussir à convaincre. Parce que Donald Trump, il va y aller, il va dire, vous voyez, vous n'arrivez pas à payer vos fins de mois, vous n'arrivez pas à faire ceci, l'économie va mal, l'immigration va mal, et c'est aujourd'hui, regardez comment c'est. Et Joe Biden va faire l'inverse en disant, souvenez-vous comment c'était il y a 4 ans, comment c'était sous Donald Trump. Et il y a une autre chose sur la question de réalité. On parle beaucoup de Fox News, mais on oublie que Fox News, par rapport à d'autres chaînes américaines comme OAN ou comme Newsmax, c'est un modèle de neutralité. Enfin, c'est pas le pire de ce qu'on peut voir.
Et par ailleurs, il y a aussi un côté, je veux dire, les démocrates ne regardent pas Fox News et les républicains ne regardent pas CNN. Et donc, quand on parlait il n'arrive pas à vendre ce qu'il a réussi à faire, Joe Biden, c'est parce que, en fait, vous parlez à votre électorat. Vous avez du mal à passer... Qui est déjà conquis, en fait. Qui est déjà conquis, et vous avez du mal à passer chez les gens que vous devriez convaincre, puisqu'ils ne vous regardent pas. Ils ne regardent pas les chaînes sur lesquelles vous parlez, ils ne lisent pas les journaux qui écrivent sur vous. Donc, il y a un problème, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hélène Kuntz, mais il y a tout de même ce problème de démocratie qui revient. D'ailleurs, on le voit aussi dans le sondage sur les jeunes. C'est-à-dire que c'est un sujet qui touche en tout cas certains Américains, de se dire si Trump finalement est à nouveau élu, eh bien il y aura un vrai risque pour la démocratie. Ça, c'est le discours des démocrates. Et pourquoi est-ce que les jeunes n'y adhèrent pas plus? Alors parce que on est sur une flirte là avec du fascisme aux États-Unis, et les supporters de Trump voient, ils disent mais s'il y avait juste notre gars qui décide tout. Pourquoi se débattre de tout le temps et être un peu régi par ces institutions? Donc ça, c'est le côté tribal. Ça, c'est le côté tribal. Mais je pense que le bon souvenir de Trump pour ses supporters, c'est qu'il a quand même beaucoup libéré la parole sur certains sujets. Il a un peu fait tomber la politiquement correct, que les gens n'apprécient pas forcément. Et puis, toutefois, il y avait des garde-fous. Premier mandat de Trump, deuxième mandat de Trump, on a le projet 2025, qui est un projet d'un think tank extrême droite. Et là où il a échoué la dernière fois, parce qu'il y avait des juges qui n'étaient pas avec lui, ou peut-être des législateurs pas avec lui, même dans la Géorgie par exemple, tout ça, il va faire disparaître le premier jour. Donc c'est pas juste... C'est très organisé, Trump, en fait. C'est démocratie versus autocratie, carrément. Alain Frachon, vous vouliez rebondir? Si on regarde de près ce rapport qui s'appelle l'Agenda 2025, qui a été concocté par une équipe trumpiste avec un cercle d'études conservateurs, la fondation Heritage. Si on regarde ça de près, c'est introduire dans le système américain une dose d'illibéralisme, comme on dit aujourd'hui. Si vous voulez, c'est introduire un mode de gouvernement un peu à la hongroise. C'est ce que vous disiez. Si je gagne l'élection, alors je suis propriétaire de l'État. Je suis propriétaire des juges, je suis propriétaire des policiers, je suis propriétaire des militaires, etc., etc. Et ils m'obéissent. Et ils me sont dévoués. La Constitution, on la met de côté. Ce qui compte, c'est le vote populaire. Et le vote populaire, donc, je n'ai pas pu exprimer tout ce que je voulais faire dans mon premier mandat, parce que les mécanismes de la démocratie américaine, de poids et contrepoids, qui est fondé essentiellement sur des compromis passés avec le Congrès, comme en général le Congrès n'est pas forcément uniformément de la couleur du parti de la Maison-Blanche, c'est des compromis entre les deux partis et avec la Maison-Blanche, et un mandat présidentiel américain, la politique américaine, pendant 4 ans, c'est cette espèce de compromis permanent. C'est ça que Trump n'a pas supporté, et il a le projet, si vous voulez, de chasser de la fonction publique un certain nombre de postes de très hauts fonctionnaires, 10 à 20 000, on n'est plus dans ce qu'on appelle le système des dépouilles. En tout cas, ça fait partie de son programme. Je ne sais pas s'il peut le faire. Il y aura sûrement des barrages juridiques. Mais et de faire signer à ces gens une sorte de contrat de fidélité avec lui, Trump. Pas avec la Constitution. Oui, non, avec lui, Donald Trump. Oui. Il veut notamment mettre fin à vous savez, le ministre de la Justice, il est aussi le chef du parquet, c'est-à-dire le chef de toutes les enquêtes judiciaires. D'ailleurs, il décide d'en faire ou de ne pas en faire. Si le sujet est trop délicat, il nomme un procureur indépendant, en général un magistrat à la retraite ou qui travaille ailleurs, mais plus aux États-Unis. Eh bien, ça, c'est fini avec Trump. Il veut changer ce système. Il veut que le ministère de la Justice soit à sa botte. Et il veut lui-même, à partir de la Maison-Blanche, pouvoir déclencher des enquêtes judiciaires contre ses adversaires politiques. Et il l'a dit. Il a dit d'ailleurs, et c'est extraordinaire, parce qu'il se présente à cette élection en disant à son électorat, et là je rejoins ce que disait Pierre, en disant « Je serai votre vengeance ». La culture dominante vous a humiliés. Ils ont honte de vous. Les élites ont honte de vous avec vos casquettes. Et ça marche, en fait. Bien sûr que ça marche. Parce qu'il y a du ressentiment accumulé. Oui. Bien sûr que ça marche. Pierre Gervais, alors comment Biden peut-il justement répondre à ça et comment les Américains qui souhaitent justement préserver leur démocratie? C'est un gros problème pour les démocrates parce que les démocrates, comme on dit en anglais, sont venus à un combat au fusil avec un couteau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout mis en avant le vrai danger, qui est un danger, encore une fois. Enfin, ce qui vient d'être décrit,
décrit, c'est la prise de pouvoir de Hitler en 1933. Hein. C'est sur ces mêmes bases et avec les mêmes techniques que ça a été fait. Et on pourrait faire un parallèle avec l'Europe, justement. Bien sûr. Victor Orban, tous ces gens-là mettent de côté les lois. Alors je m'oppose assez fermement au terme tribal parce que les tribus ont des règles. Dans les tribus, on se respecte les uns les autres, on suit des règles, il y a tout un tas de traditions et de coutumes qu'on respecte de très près. Donc ça n'est pas du tout tribal. Hein. C'est un phénomène qui est propre au XXe siècle et au capitalisme industriel apparemment, et qui est un phénomène de hiérarchisation totale autour de la figure du chef, parfaitement pyramidale, chacun obéit, chacun à sa place. J'ajoute que ce n'est pas un phénomène démocratique. C'est un phénomène qui rejette la démocratie au sens où une partie des votes sont posés dès le début comme illégitimes. Et ça date d'avant Trump. Le Parti républicain a commencé à essayer d'empêcher les démocrates de voter depuis les années 80, en réalité. Et les premiers projets en ce domaine remontent aux années 60 et au fond à la ségrégation et aux Africains américains. Parce que c'est toujours là qu'on en vient. Il s'agit d'empêcher les gens qui ne sont pas de votre parti, de s'exprimer politiquement. C'est ça le vrai enjeu, et c'est en cours, à l'heure actuelle où nous parlons, dans un certain nombre d'États, entre le charcutage électoral et les barrières qui sont mises au vote pour certaines populations, les gens ont du mal à voter quand ils sont démocrates. Donc il y a vraiment un coup d'État lent en cours avec l'appui de la Cour suprême et d'une partie de l'appareil judiciaire aux États-Unis, avec un scrutin qui sera assez décisif de ce point de vue-là. Ketevan. Oui, remonter la pente quand on est Joe Biden. Joe Biden, d'ailleurs, pourquoi il y va? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Parce que, alors pour le coup, je pense que Joe Biden pense, et il me semble, potentiellement à juste titre, qu'il est le seul à pouvoir battre Trump. Qu'il l'a battu une première fois et qu'il peut le battre à nouveau. Et ça, c'est vraiment, pour une fois, je donne un avis personnel. Je pense que si Donald Trump n'y était pas allé, Joe Biden n'y serait peut-être pas allé non plus. C'est quelque chose de personnel, donc. Il y a pas forcément de personnel, mais il y croit vraiment. Quand il dit Donald Trump est un danger pour la démocratie américaine, c'est pas un langage de campagne. Il le croit vraiment. Il pense vraiment que Donald Trump est un danger. Il le pensait quand il s'est présenté pour 2020 et il le pense encore en 2024. Je pense que ce discours sur la démocratie, ça marche. Ça marche peut-être pas pour convaincre tout le monde, mais ça marche pour motiver les troupes. Parce que pour les élections de mi-mandat, la démocratie, c'était un des deux thèmes. Il y avait la démocratie et l'avortement. Côté des démocrates, c'était les deux sujets. Et d'ailleurs, ça a beaucoup marché sur le fait de faire perdre des candidats trumpistes. Est-ce que ça marche aussi bien pour faire perdre Donald Trump? C'est vraiment là la question. C'est plus compliqué de faire comprendre ça aux gens dans la personne qui est à l'origine de tout ce mouvement, qui est vraiment cette figure emblématique dans le parti. Mais vraiment, la démocratie, je pense que c'est un des sujets sur lesquels les démocrates sont plutôt bons dans la communication. Et on parle souvent de sorte de campagne de la peur. Les républicains l'utilisent sur les sujets comme la criminalité, l'immigration. Et les démocrates l'utilisent sur ce danger pour la démocratie, danger pour les droits civiques, danger pour les droits des femmes. Et donc on a une sorte de... C'est peut-être un contrepoids pour deux candidats que les gens ne veulent pas. C'est OK, vous ne voulez pas de nous, mais l'option inverse, c'est ça. Oui. Donc choisissez. C'est ça, c'est-à-dire qu'il peut gagner contre Trump, donc on n'est pas désiré, mais au final, il y a un vrai match. Tout à fait. Mais il ne vient pas seul, hein, ni l'un ni l'autre. Il vient avec des équipes. Et je pense que Biden va peut-être mettre en avant la fierté qu'il a de ses équipes, alors que côté Trump, il y en a beaucoup qui sont soit condamnés, soit en cours de condamnation. On ne sait pas qui sera son colistier ou sa colistière encore à Donald Trump. Hein. Et ça, c'est un vrai sujet qui il peut nommer pour mettre face à Kamala Harris. Je suis d'accord avec vous. Il avait dit, Joe Biden, qu'il n'allait pas avoir un deuxième mandat. Il avait dit au début. Mais Kamala Harris n'a pas pris. Donc, elle est un peu cachée et qui peut concourir avec Trump. Il faudra d'ailleurs regarder parce qu'il n'y aura pas de public, mais il y aura des gens des équipes. Et Donald Trump a dit, alors est-ce qu'on peut le croire, pendant le débat pour demain, la personne qu'il va choisir pour son vice-président, puisque lui dit qu'il l'a choisi déjà, elle sera présente dans la salle. Donc il faudra regarder qui est là, qui n'est pas là dans la liste, dans la shortlist. Ils seront tous là. Mais pour rebondir sur ce que disait Alain Frachon, Hélène Kuntz, est-ce qu'effectivement il pourrait y avoir un moment où les démocrates se disent au moment de la convention,
convention. Non, on pense que Joe Biden, il ne va pas y arriver. Et on va prendre Gretchen Whitmer, par exemple, la gouverneure du Michigan. Donc tout ce qui traîne dans la presse là-dessus, c'est... Sauf s'il lui arrive vraiment quelque chose qui fait qu'il les force à choisir quelqu'un d'autre. Oui, mais ça, c'est pareil pour Trump. De ce point de vue, le débat va être intéressant. Oui, et Trump est plus à risque. Si le débat est catastrophique, ça relance cette question. Si le débat pour Biden est catastrophique, ça relance... Ce que je veux dire par là, c'est que politiquement, ça paraît impossible, mais dans les règles, c'est la Convention qui décide. Là, je suis d'accord avec vous, mais regardez, le jour J de la Convention, il faut être légitime dans les 50 États. Ouais. Moi, j'ai voté en amont et j'avais mon bulletin. Les autres candidats, ils ont juste 0 délégué. Donc, on est sur un problème de... Vous savez, c'est un peu le système des grands électeurs. C'est matériellement impossible. Ça ne sera pas Michelle Obama. Elle a dit des maintes fois, je ne le fais pas. C'est plus à Gretchen Clinton. Elle a dit des maintes fois, je n'y vais pas. En plus, que faire de Kamala Harris, en principe, la couronne si elle reste un peu cachée, si elle reste un peu cachée, je pense que... Non, sauf accident cardiaque, il n'y aura pas... Ça sera les deux. Ou effondrement. Même effondrement, il n'y aura pas, ça n'est pas possible, suivant les règles du parti. Quand on parlait de l'électorat des jeunes qui lui est plus favorable, je pense qu'il y a une question qui, pour le coup, est programmatique et qui peut faire très mal aux Républicains, c'est celle de l'avortement. Et les démocrates, si vous voulez, accusent à juste titre d'ailleurs Trump, avec les nominations auxquelles il a procédé à la Cour suprême, d'avoir mis fin à la garantie constitutionnelle de la possibilité, sinon du droit, à l'interruption volontaire de grossesse. Or, si vous voulez, les démocrates disent, mais regardez, ça se passe très mal. Il y a un certain nombre de femmes en couple où ça se passe mal aussi à l'hôpital. Mais elle meurt carrément. Voilà, exactement. Et dont la vie est mise en danger par cette mesure. Et je crois que ça peut être un des éléments qui compte dans le petit basculement dans un sens ou dans un autre. C'est l'électorat, une partie au moins, de l'électorat féminin. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais juste qu'on revienne sur le Parti démocrate. C'était les dernières primaires hier. Et il y a eu donc cette victoire de George Latimer à la primaire de New York contre son adversaire Jamal, j'ai perdu son nom. Jamal Bowman. Voilà, Jamal Bowman qui incarne vraiment... Bernie Sanders, c'est vraiment la gauche de la gauche. Et l'autre, justement, Latimer, qui est beaucoup plus centriste, et c'est lui qui a gagné. On va l'écouter, justement. Il a largement emporté. Nous devons réussir à nous rassembler et vivre les uns avec les autres. Nous devons regarder l'extrême droite ou l'extrême gauche et leur dire « Vous ne pouvez pas détruire ce pays ». Nous devons être unis et en avoir la ferme conviction. Nous devons réussir à travailler avec tous ceux qui ne partagent pas nos idées, parce que l'avenir des États-Unis en dépend. Pierre Gervais, c'est un peu les deux gauches irréconciliables, là. La gauche de Bernie Sanders. Ce que vous venez d'entendre, c'est du Macron, quand même. C'est exactement le même discours, les deux extrêmes, etc. Bon, lui était soutenu par Hillary Clinton. Donc non, mais il était soutenu par l'establishment du Parti démocrate. Il a effectivement gagné l'élection. Ça pose un problème, non pas tant à cause du conflit récurrent entre la gauche du Parti démocrate et le centre-droit du Parti démocrate, qui serait assez à droite en France. Ça pose un problème à partir du moment où les deux partis ne peuvent pas s'entendre. C'est la grosse différence avec la situation française actuelle. C'est la première fois depuis environ 45 ans que je trouve la gauche française plus efficace que la gauche américaine. C'est une première. Mais effectivement, elle s'est unie récemment. Et ça, c'est quelque chose que les démocrates ont du mal à faire. Et ce type de discours que vous venez d'entendre est évidemment une erreur politique majeure. Il vient de gagner contre l'extrême gauche, taper sur l'extrême gauche dont il aurait besoin pour assurer que l'État de New York passe véritablement sous le contrôle démocrate. Donc qu'est-ce qu'il aurait dû dire ? Il aurait dû, comme n'importe qui après les élections, réunir en disant nous sommes tous ensemble, nous avons nos différences, nous sommes tous démocrates, nous devons lutter contre l'ennemi commun, etc. La bascule extrême gauche extrême droite est une erreur majeure et c'est une erreur répétée maintenant, malheureusement pas seulement aux États-Unis. Et Ketevan, sur cette division au sein des démocrates. Ça, c'est vraiment leur gros point faible, mais depuis des années, je veux dire, c'est quand même la blague, c'est qu'il y a besoin d'ennemis quand on a des amis comme les démocrates, parce qu'ils passent leur temps à s'entretuer. Même les fuites dont vous parliez. Et publiquement.
Et publiquement. Donc, et pour le coup, lui, il fait ça et la gauche du parti tape allègrement sur les modérés démocrates en disant que c'est des vendus et que dès qu'il y en a un qui fait un compromis avec un républicain, c'est l'ennemi public numéro 1. Et Joe Biden, c'est l'opposé. Oui. C'est celui qui essaye de réunir tout le monde sous la grande tente, comme ils appellent ça, en disant tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et tout le monde peut apporter. Voilà. Et donc, quand on voit à l'intérieur du parti des gens qui font exactement l'inverse de ce que leur président essaye de faire, c'est quand même problématique. C'est effectivement l'État de New York, ça peut être... mais après, il y a aussi... On pourrait faire l'argument contraire qui est que c'est quand même pas l'État le plus à gauche, donc ça peut jouer dans les deux sens. Je ne sais pas s'il a fait le bon calcul, mais c'est compliqué quand même. Le problème, c'est les circonscriptions new-yorkaises sur le contrôle en particulier de la Chambre des représentants. New York risque d'être important. Les démocrates new-yorkais ont fait un très mauvais travail du point de vue charcutage électoral. Exactement. Donc ils n'ont pas en réalité la majorité des circonscriptions. Et donc dans ces circonscriptions, il faudrait vraiment une union démocrate sans faille. Donc ce type de discours devrait être... Mais il faut un modéré. Et ça, le fait que lui ait gagné, c'est mieux que d'avoir un progressiste. Mais il ne faut pas un modéré qui tienne ce discours-là. Voilà. Ça, c'est... Alain Frachon. Moi, j'ai connu essentiellement aux États-Unis, j'ai surtout couvert Bill Clinton, le premier mandat de Bill Clinton, et un peu le début du second. On a l'impression que c'était une autre époque. C'est vraiment le portrait que le vous début. dressiez. C'est-à-dire, il était constamment. D'abord, lui, il revendiquait d'être un centriste. Il empruntait au programme de la droite lorsqu'il en avait besoin, notamment en matière de sécurité, de loi pénale, etc. Il empruntait à droite. Et c'est exactement ce que vous décriviez. C'est-à-dire, c'était une bataille quotidienne avec des gens qui se revendiquaient de la gauche du parti contre Bill Clinton. Là, honnêtement, je trouve que sur ce mandat de 4 ans, me semble-t-il, je vais peut-être pas regarder ça dans les détails, mais Biden a incarné le Parti démocrate, Il faut dire aussi qu'une partie de son programme d'intervention de l'État dans la vie économique et sociale du pays relevait de ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps et ressemblait il a aussi été très aidé par Nancy Pelosi tant qu'elle était chef à la Chambre des représentants, puisqu'elle tenait les démocrates bien en ligne, et bien ensemble, et ça ne dépassait pas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce duel télévisé, donc Biden-Trump, qui va avoir lieu demain sur CNN. Merci Alain Frachon. Merci beaucoup Ketevan d'avoir été avec nous, Hélène Kuntz, Pierre Gervais. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.